Salut, je m'appelle. Pas pour but de parler de la pandémie, mais juste de relayer le vécu de certaines personnes qui ont envie de partager leur histoire. Et là on est arrivé dans un camping qui est très bien noté sur internet et en fait ça fait 2 ans qu'ils n'ont pas de touristes à cause de la pandémie. Donc le camping est fermé. En fait là il y a la sœur du propriétaire qui était là, on a discuté avec elle. En fait ils vont ouvrir le camping juste pour nous. Donc on va être les seuls clients et c'est trop cool de se dire qu'on va pouvoir leur apporter, faire vivre un peu leur économie, sachant que ils ont personne depuis un moment. C'est super triste en fait pour eux parce que tu vois tous les commentaires des gens, c'est-à-dire qu'en temps normal il y a toujours de la vie, il y a toujours des touristes et que là ça fait des mois et des mois qu'ils voient personne. Voilà. Ça va? Bien. Salut. On touche les mains. On vous souhaite la bienvenue. Voilà. Merci beaucoup. Santé. Donc, santé. On va manger chez la famille. C'est chez ta famille qu'on va? Chez la maman. Ouais. Chez ta maman? Chez la famille. Ok. Ça, on va partager. Ouais, c'est super. Ce soir, on est accueillis dans la famille d'Ahmed. Au Maroc, les familles sont très soudées et souvent bien nombreuses. Quand les parents deviennent âgés, ce sont les enfants qui subviennent à leurs besoins. Alors quand on parle de la pandémie ici, on ne parle pas seulement des problèmes d'un seul individu, mais plutôt de plusieurs dizaines. Car bien souvent, le salaire généré par l'un des fils permet de faire vivre les frères et sœurs, les parents, les grands-parents. Alors quand le tourisme s'est arrêté en 2020, Ahmed n'a plus réussi à jouer son rôle de soutien. Tout le monde a dû se serrer la ceinture, trouver des petits boulots à droite à gauche, mettre la main à la pâte pour aider dans la maison. Car comme beaucoup de monde, la famille ne s'attendait pas à ça, n'était pas bien préparée pour gérer cette crise. Se retrouver là, ce soir, entouré de toute la famille, on sent que ça fait du bien à tout le monde. Retrouver la chaleur humaine et les échanges pleins de vie, les sourires sur les visages qui font tant de bien à voir. Alors, ce couscous, madame. Trop bon. J'en perds la voix. Non, c'était trop bon et c'était surtout trop bien de se retrouver dans une vraie famille marocaine, retrouver un peu la population locale et tout. Ça m'avait manqué. Au Maroc, peu d'habitants ont reçu une aide de la part du gouvernement. On en a rencontré certains qui nous ont dit avoir 2000 dirhams par mois, soit 200 €. Et d'autres qui n'ont absolument rien perçu pendant de longs mois. Heureusement, les Marocains ont une capacité d'adaptation hors du commun. Ils savent que si leur gouvernement ne les aide pas, ils ne peuvent compter que sur eux-mêmes. Redresser la tête, aller de l'avant et trouver de nouvelles solutions. Ahmed a réussi à rebondir avec un commerce qui a continué de tourner, la production des dattes. Il possède un grand terrain juste derrière son camping, où il développe de plus en plus ses cultures pour avoir une rentrée d'argent différente du tourisme. Et ça tombe bien, on est en pleine saison de récolte des dattes. Alors Ahmed nous propose de faire un tour dans sa palmeraie. Ici, c'est un passage pour les caravanes qui viennent du sud pour rejoindre le nord, Fès. Et donc les caravaniers, ils font des escales. Et donc là, elles s'arrêtent là dans la vallée d'Zine. Et comme ça, ils ramènent avec eux des dattes, ils mangent des dattes et jettent des noyaux. Ici avec des noyaux, la terre,
Et le climat, donc c'est comme ça, c'était créé la palmeraie. Quand on remonte, le climat, c'est la montagne, et donc ça s'arrête tout ça s'arrête, ouais. Après le col, ça s'arrête là-bas. Donc si on prend par exemple un riche, à 200 km d'ici, si tu plantes un palmier là-bas, ça pousse pas. Il va pousser, mais les dates ne donnent pas. Ah, d'accord. Ouais, ça dépend du climat. Ouais. Et donc dans un palmier dattier, il y a le mâle, il y a la femelle. Et donc la femelle, c'est comme celle-là, c'est la femelle qui donne toujours des dattes. Et le mâle, il nous donne le pollen pour polliniser. Pour polliniser, pour avoir, si on ne fait pas la pollinisation, on n'aura pas de date. Et la pollinisation, c'est le vent ou c'est les insectes? Là, c'est manuellement. Ça se fait, Ah, c'est l'homme qui fait la d'accord. pollinisation. Ouais. D'accord. Des dattes, il en existe des dizaines de variétés différentes. Parmi les plus goûteuses, et donc les plus chères, on retrouve la medjool, la ligue ou la deglet nour. D'ailleurs, 6 pays nord-africains produisent plus de 40% des dattes dans le monde. Celle-là. Merci. Avec 200 palmiers, une famille peut vivre que de ça. Mais ça dépend de la variété. S'il y a par exemple les fagos et les majeules, c'est... Ouais, ça c'est... Ouais, si c'est des dates pour donner aux animaux. Voilà, ouais. ça vaut Mais pas tu grand-chose. trouves la majorité de la palmier, les majeules et les fagos, les meilleurs, ils sont à 25%. C'est le reste, 75%, c'est des... Ah ouais. On n'est pas dire, ça se marche aussi dans le sucre, mais ce n'est pas pareil. Parce que quelquefois le majeul, il arrive à 150 dirhams le kilo. Ah oui. Parmi tout ce que la nature fait et nous offre, je trouve que les palmeraies et les oasis, c'est parmi les choses les plus incroyables, je trouve. On a roulé pendant des kilomètres et des kilomètres. C'était désertique, à perte de vue. Et tout d'un coup, on est arrivé dans cette vallée avec la palmeraie en plein milieu, plein de verdure, de l'eau. Alors, en effet, elle n'est pas tout le temps là, il faut parfois aller la chercher sous terre. Mais il n'empêche qu'il y a de l'eau, il y a de la vie. Et je trouve que c'est vraiment incroyable de voir ça, de voir ce que la nature peut faire. Et du coup, l'homme, là, ici, les humains chérissent cette nature parce qu'ils savent que c'est grâce à elle qu'ils vivent. C'est grâce à elle qu'ils ont des cultures, qu'ils peuvent avoir de l'argent pour leur famille et pour survivre. Et c'est beau de voir cette harmonie simplement. Ahmed tient beaucoup à nous faire découvrir le Ksar de son village. Désormais presque à l'abandon, il reste tout de même quelques familles qui continuent d'y vivre. Au retour, on va retourner, on va trouver que toutes ces maisons-là, ce sont des nouvelles maisons. Mais avant, tout le monde, il habite là. Ouais. Mais il y a les inondations en 1965, et donc c'est comme ça, il y a beaucoup de pluie. Donc il y a des maisons qui sont tombées, tout cela. Même il y a des gars, il y a des gens qui sont décédés et tout. Et donc depuis ce temps-là, les gens ils commencent à sortir du village. Le Ksar, ou les Ksour au pluriel, ce sont ces beaux villages fortifiés, souvent bâtis en hauteur, pour être protégés des envahisseurs, mais aussi des crues qui pouvaient se créer en cas de pluie. Les murs sont souvent faits en pisé, un mélange de terre argileuse et d'eau, accompagné parfois par de la paille sur les extérieurs. Le Ksar, c'est pour beaucoup de familles. La Kasbah, c'est pour une seule famille. Ici, c'est différent. C'est la communauté du village. Elle choisit 7-10 personnes qui géraient toute la population du village. Salam alaikum. Merci beaucoup. Merci, shukran. Au revoir, à bientôt. Ah tiens, encore. Ah, encore. Shukran bezef. Merci.